s'il n'y a pas cet arbitrage en faveur du Maroc, peut-être le Cameroun déjà devait stopper le parcours des Lions d'Atlas, peut-être aussi. Non. Bon, après, c'est ce que beaucoup de Camerounais pensent. Non, même si on reprend ce match face au Cameroun, le Cameroun ne pourra pas jouer face au Maroc. Non, ça, je suis désolé, je le dis en toute franchise. Le Maroc est supérieur au Cameroun sur tous les plans, individuellement, collectivement, même sur la profondeur du banc de touche. D'ailleurs, avec le Cameroun, une fois qu'on a perdu nos joueurs qui jouaient sur le couloir, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus rien à proposer. On n'avait pratiquement plus rien à proposer. Et même sur le système, pourquoi continuer à insister sur un système de jeu où on n'a plus les joueurs qui soient capables de l'animer? Selon le règlement, le Sénégal aurait pu perdre le titre de ce titre de champion d'Afrique parce que le fait de sortir volontairement pendant que le match est encore à son temps réglementaire, le règlement stipule bien sûr que si une équipe désiste sans l'accord de l'arbitre, elle perd le match sur tapis vert. Le match s'arrête à partir du moment où l'arbitre a sifflé la fin. Et quand les joueurs sénégalais sortent, ils vont au vestiaire. L'arbitre ne siffle pas. Je pense que l'arbitre lui-même, il est un peu perturbé, il est un peu bousculé dans son esprit. Mais si l'arbitre avait frappé les coups de sifflet, le Sénégal ne serait pas là. Et parlant des sanctions, les sanctions vont forcément tomber pour la fédération sénégalaise. Je pense qu'il y aura forcément des sanctions pécuniaires. Il y aura, mais on ne va pas suspendre la fédération sénégalaise de football. Peut-être Pape Thio, lui, prendra peut-être 2 ou 3 matchs de suspension. Pour cette dernière émission, donc, on a fait venir la crème de la crème. Vous les connaissez déjà. Ce sont des visages bien connus de cette émission. On va donc rapidement les présenter. On va commencer par Aaron Bimbe, qui est là ce jour. Aaron, bon après-midi. Bienvenue parmi nous. Bon après-midi, Abel. Ravi de te retrouver. Ravi de retrouver Désiré, avec qui on a fait tout le parcours de la CAN. On arrive à la fin. Malgré tout ce qui s'est passé dans la finale, on a quand même passé une belle compétition avec RS. Une belle compétition également, c'est bien sûr avec des coachs. Et qui dit coach, dit le coach Désiré Diokam. Bon après-midi, coach. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Bon après-midi à Aaron. Bon après-midi à notre présentateur qui montre véritablement, je ne sais pas pourquoi il sourit, mais ça montre très bien. Il y a un très bon retour. Je suis très heureux de participer surtout à ce clap de fin du tout est joué. On espère certainement apporter un peu plus d'informations sur ce qu'on a vu durant cette compétition et espérer peut-être attirer l'attention de ceux qui nous regardent à la maison, certainement à partir de leurs commentaires. On saura ce qui n'a pas marché, on saura ce qu'on pourra améliorer pour la suite, pour certainement les prochaines échéances. Bon, avant l'autocritique, on va déjà s'apesantir sur cette finale donc, de dimanche dernier qui a donc opposé le Maroc, le pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, au Sénégal. Et c'est le Sénégal qui s'est donc imposé 1-0 grâce à une réalisation signée Pape Gueye dans les premières minutes des prolongations. Ça a suffi 1-0 pour amener le Sénégal vers sa deuxième étoile africaine. Monsieur, je m'en vais déjà rapidement vous poser cette question. Est-ce que le Sénégal, Aaron, fait, selon vous, un beau champion? Oui, je crois que le Sénégal, tout au long de cette compétition, a quand même montré qu'il était au niveau de l'équipe qu'il est devenu, parce que depuis quelques années, quand même, on voit qu'il y a un projet qui est construit depuis Aliou Cissé jusqu'à Pape Thio, qui est son successeur aujourd'hui. On a vu pendant le tournoi une équipe très mature, qui est une équipe qui avait toujours le souci de jouer, de bien jouer, et ça s'est vu dans cette finale. Il a réussi à imposer son style à cette équipe marocaine très défensive, très agressive. Je pense que le Sénégal mérite sa couronne, cette deuxième étoile. C'est le mérite, bien sûr. On rappelle que le Sénégal, c'est deuxième meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique des Nations derrière le Nigeria et co-meilleure défense avec le Maroc, qui était donc son dernier adversaire durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Coach Désiré Diokam, Aaron a parlé d'une continuité avec Aliou Cissé, d'abord qui a commencé avec Aliou Cissé et qui est en train de perdurer avec Pape Thiaw. Quelle est la différence, surtout sur les deux derniers trophées, c'est-à-dire entre la victoire au Cameroun il y a 4 ans et cette victoire-là? Où se situe la différence, se situe peut-être l'évolution, s'il faut le dire, de ces deux Sénégal, puisqu'on rappelle que c'est pratiquement le même groupe, c'est pratiquement les mêmes joueurs.
c'est un peu plus dans la maturité parce que cette équipe a véritablement gagné. Aaron ne me dira pas le contraire. C'est une équipe qui est arrivée dans cette compétition avec beaucoup de joueurs qui ont déjà remporté cette compétition. Je pense qu'ils sont au nombre de 13 ou 8, un truc comme ça. Donc, ils sont tellement nombreux à avoir joué à ce niveau-là, surtout en Coupe d'Afrique. C'est un peu plus différent aussi que c'est une équipe qui a ajouté un peu de binationaux. Il y a des joueurs qui n'ont véritablement pas grandi au Sénégal, qui n'ont pas véritablement cette même grinta-là et ils ont réussi à véhiculer. On a d'ailleurs vu l'absence de Koulibaly avec l'entrée d'un jeune Mamadou dans l'axe qui n'a véritablement pas montré comme s'il était absent. Niakate aussi qui a véritablement appuyé pour pouvoir avancer. Ça se situe beaucoup plus au niveau de la maturité. On a vu une véritable équipe être mature, être calme même quand des décisions n'étaient pas du tout bonnes. On a vu un Gana Gueye être véritablement celui-là qui était en train de ramener, de ramener progressivement les joueurs à une certaine raison. Et par la suite, ce n'est que du gros bénéfice pour cette équipe-là. Une grande équipe dont la différence pour moi, elle se situe beaucoup plus au niveau de la maturité. Et on voit par contre des jeunes comme Lamine Camara qui s'installe dans un milieu de terrain comme quelqu'un qui a déjà joué plus de 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas de grande différence entre Lamine Camara et un joueur comme Sadio Mané. On se souvient d'ailleurs, après avoir pris un carton jaune, il a le toupet de faire ce tacle-là, tout proche de la surface, qui est à la limite d'un carton rouge. Véritablement, c'est sur le plan de la maturité que cette équipe a véritablement grandi à Belle. On peut dire aussi, Aaron, il y a quelques sceptiques qui évoquent le fait que bon, le Sénégal était de l'autre côté, où il y avait peut-être les, entre guillemets, les moins forts de la compétition. Est-ce que peut-être aussi l'adversité, puisque c'est juste en demi-finale et en finale que le Maroc a vraiment trouvé adversaire à sa taille, est-ce que ça également ça a compté dans le parcours des Lions de la Teranga? Je pense que c'est une équipe qui a su monter en régime, c'est une équipe qui a de l'expérience. Désiré évoquait il y a un instant sa maturité. Donc, elle a acquis de l'expérience à mesure qu'elle compétit dans ce beau tournoi qu'est la CAN. Je pense surtout que dans cette compétition, on ne peut pas dire qu'il y avait véritablement de petites équipes faciles à manœuvrer parce qu'on a vu le Comore causer des difficultés au premier match au Maroc. Il y a eu Le Soudan qui a par exemple mené le Sénégal. Comme ça, voilà, par exemple, contre le Soudan, le Sénégal a été mené au score avant de revenir et remporter la partie. Donc je pense que c'est une équipe qui a des certitudes, qui est sûre de ses forces et qui, en fonction de l'adversaire, sait adapter son jeu. Alors, on l'a vu quand le Soudan marque son but, le Sénégal est calme et continue à produire du jeu. On l'a vu également dans l'attitude de Sadio Mané lorsque le Sénégal bat l'Égypte en demi-finale. Il fait le geste au mental. Il s'est concentré. Alors que les autres sont en train d'exulter, lui, il se rappelle qu'il faut qu'on reste calme, il faut qu'on reste serein. Ça va se jouer au mental, il faut rester concentré. Donc je pense que c'est cette attitude-là, quel que soit l'adversaire qu'on a en face, le plus important c'est se focaliser sur son jeu et c'est ce que le Sénégal a su faire. Est-ce que c'est de bon augure? Parce que là, la CAN est terminée, il y a la victoire. Là, maintenant, on est en 2026, on se projette bien sûr sur cette Coupe du Monde qui va arriver. On rappelle qu'une Coupe du Monde, le Sénégal, c'est la 3e participation consécutive. Et là, peut-être qu'il y a moyen de faire mieux pour cette équipe sénégalaise, pour ce groupe-là sénégalais. Certainement, ce groupe-là fera face à l'équipe américaine en match d'évaluation, en match amical avant la Coupe du Monde au mois de mai. Ce sera peut-être le moment de véritablement essayer de voir qu'est-ce qui se passera, mais c'est une équipe qui avance véritablement à pas su. C'est une véritable équipe conquérante qui avance en étant véritablement fière d'elle. Pour moi, le Sénégal est dans une véritable bonne continuité. Peut-être Sadio Mané a laissé croire que c'est sa dernière compétition, mais je doute fort que le peuple sénégalais, oui, sa dernière CAN, voilà. mais je pense qu'après avoir fait la Coupe du Monde, si le Sénégal avance véritablement, il voudra certainement revenir. Il faudra aussi signifier que le Sénégal, en phase de poule, lorsqu'ils affrontent le Bénin, ils prennent un carton rouge, mais ils réussissent à dominer le Bénin et à aller marquer un autre but. Donc, le Sénégal est une bonne équipe qui avance en étant sûr d'elle, avec une jeunesse qui est progressivement en train de s'insérer et c'est ça la véritable relève. Là,
La relève, elle est véritablement assurée. Quand Sadio Mané va partir, ça fera peut-être un peu mal, mais il y a rapidement des jeunes joueurs qui sont déjà là, qui vont progressivement entrer. On a vu la sortie de Kalidou Koulibaly, ça ne s'est véritablement pas ressenti. Voilà. Et peut-être même si Kalidou était là, peut-être que... Le sort devait être tout autre. Voilà, exact. Donc, pour avancer, c'est une grosse équipe qui avance. Véritablement, Gana Gueye va progressivement aussi être en train de ressortir. On a les Lamine Camara et n'oublions pas, on n'a pas Matak Sarr qui n'a véritablement pas joué dans cette compétition. Donc, c'est une grosse équipe qui a énormément de la relève pour la suite. Il y a énormément de relève pour la suite. On rappelle que le Sénégal donc, a triomphé pour sa deuxième fois dans son histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Depuis que le 21e siècle, c'est 4 finales pour le Sénégal depuis le début de ce siècle. Il y a donc 2 défaites. C'était, on rappelle bien sûr, le Cameroun et il y avait aussi l'Algérie en 2019. Mais pour le reste, c'est des victoires. On rappelle donc le Sénégal insubmersible dans cette finale. Insubmersible, pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de faits de jeu et énormément de polémiques autour de l'arbitrage. Monsieur, je m'en vais. Aaron, puisqu'on entre déjà dans ces péripéties-là, est-ce qu'on va dire que c'est peut-être la finale la plus mémorable, cette finale de cette 35e édition-là? C'est dommage qu'on finisse sur une telle note, mais c'est des faits de jeu, c'est des incidents qui arrivent souvent dans le football. Je pense que la maturité qu'a affiché Sadio Mané a permis à l'équipe de laisser passer les émotions et revenir sur le terrain, nous produire une belle fin pour une belle rencontre qu'on a eu le plaisir de regarder. Je pense que ces faits de jeu ont laissé une petite tache d'huile, c'est clair, et d'ailleurs on peut le voir, on peut voir toutes les réactions qu'il y a autour de tout ce qui s'est passé au cours de ce match, que ce soit du côté de la FIFA, de la CAF, de la Fédération royale marocaine de football, de la Fédération sénégalaise de football, de tous les passionnés de foot, des entraîneurs, les joueurs, toute la planète foot est en extase à cause de ces 10-15 minutes d'arrêt, peut-être qui ont un peu terni la qualité du match qu'on a regardé, qu'on a pris le plaisir de regarder. On a eu 2 équipes qui, sur le terrain, nous ont produit un jeu de très haute qualité, de très haute qualité. On ne s'est pas ennuyé durant toute la rencontre, un match ouvert, avec une équipe sénégalaise très joueuse, une équipe marocaine sûre de ses forces également, assise sur son système, son bloc défensif très compact, très solide. Et avec des armes offensives capables de faire mal à tout moment. Donc on a eu le plaisir de regarder cette rencontre-là et malheureusement, ce qui reste aujourd'hui, et j'espère, puisque aucune actualité n'est perpétuelle, j'espère qu'on aura vite fait d'oublier tout ce qui s'est passé et qu'on ne pensera qu'à la deuxième étoile du Sénégal. On va surtout rappeler à ceux qui nous suivent, bien sûr, les faits de jeu. On rappelle qu'il y a l'ouverture du score du Sénégal dans le temps additionnel, un but contre son camp du Maroc, provoqué par un coup de tête d'Abdoulaye Seck, un but refusé d'abord parce qu'il y a eu la poussette du défenseur sénégalais sur Achraf Hakimi et dans la foulée, c'est l'action qui suit, corner également pour le Maroc, corner frappé, Malick Diouf tient bien sûr par le bras Brahim Diaz, l'arbitre bien sûr Ndala, siffle le pénalty après consultation de la VAR, une consultation très rapide de l'arbitre de la République démocratique du Congo qui pointe donc le pénalty. Penalty, ça a créé, on sait tout ce que ça a créé. Paptio qui demande à tous ses joueurs de rentrer dans le vestiaire pour contester cette décision. On rappelle déjà que la fédération avait envoyé un signal d'alerte concernant cette polémique autour de l'arbitrage via sa page Facebook. Mais ça n'a pas été suivi à la lettre. Le penalty a donc été sifflé. Sadio Mané qui rappelle ses coéquipiers de revenir jouer sous les conseils avisés d'un certain Claude Leroy. Ils le reviennent. Le penalty est tiré, le penalty est manqué par Brahim Diaz, arrêté par Edouard Mendy. Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas dans cette finale-là où il y a les 2 équipes qui se regardent droit dans les yeux, on parlait bien sûr des 2 meilleures équipes du continent, le Maroc, le Sénégal, c'est 2 visions également de football bien différentes. Maintenant, quand il y a ces faits de jeu-là, est-ce que c'est pas ces faits de jeu-là qui ont encore rendu cette finale encore plus, on va dire quoi, épique peut-être? Bien avant la finale, il y a une ambiance très mauvaise. Vous avez d'abord signifié cette situation-là. Ce n'est véritablement pas des situations qui honorent l'Afrique.
lorsque nous sommes dans le football, il y a certaines valeurs que le sport véhicule véritablement et ça n'a pas du tout été respecté du côté marocain. On a vu une équipe sénégalaise se retrouver dans une gare où tout le monde est en train de les toucher. Imaginez un seul instant qu'un joueur peut-être se fasse poignarder ou bien qu'il se fasse marcher sur la cheville et qu'il ne soit pas capable de reprendre le service. Nous sommes dans une gare, il n'y a rien qui est en train de contrôler. Même dans des championnats moindres, dans certaines situations, lorsqu'il y a une finale, il y a une certaine sécurité qui est mise. Donc c'était pas une véritable bonne image pour la suite de la compétition. Maintenant, dans le jeu, le même arbitre qui a joué le match d'ouverture, c'est le même qui est en train de revenir. On est en train de décrier. Il y a une installation qu'on est en train de parler, personne n'est en train de prendre véritablement ça à la hauteur. Maintenant, dans le jeu, la situation sur Achraf Hakimi, oui, ok, acceptons qu'il y a poussette, mais monsieur n'a même pas pris la seconde de près. C'est dans la surface de réparation. Vous avez tout le temps de patienter. Même s'il y a une action qui est passée, le VAR va vous appeler pour essayer. Mais où en est le besoin de siffler si tôt? Si ça ne trahit pas ou bien si ça ne cache pas une certaine mauvaise intention, il a rapidement sifflé et immédiatement lorsqu'il siffle, on ne peut plus consulter la VAR parce que c'est aussi des informations qu'il faille faire comprendre à tous ceux qui sont en train de nous écouter à la maison. Une fois qu'on est dans la surface de réparation et que l'arbitre a sifflé, la suite de l'action est annulée. Toute la suite de l'action, elle est annulée. Pourtant, elle était litigieuse. Ok, d'accord, cette situation, elle est passée. On se retrouve de l'autre côté et il y a pratiquement la même situation. Oui, il y a faute. Il y a faute complètement sur Brahim Diaz. Oui, il met la main, il essaye de retourner, il tourne sur lui. On peut le lui accorder qu'il y a faute. Mais maintenant, que se passe-t-il sur la situation précédente? Pourquoi il va consulter la VAR sous la pression de Brahim Diaz? Sachant que le plus souvent, les arbitres, ils équilibrent. Ils essayent d'équilibrer parce que quand tu ne siffles pas là-bas, tu ne siffles pas de l'autre côté. Non, dit qu'ils équilibrent, ce ne sera pas une bonne chose parce que on ne rattrape pas l'erreur par l'erreur. Voilà, on ne rattrape pas une erreur par une erreur. Donc, ils se retrouvent dans cette situation et généralement, les arbitres ne veulent pas que les joueurs leur demandent d'aller consulter la VAR. Mais ils laissent Brahim Diaz lui parler et ils communiquent avec Brahim Diaz sur cette situation-là. Ce sont des situations véritablement. Maintenant, avec le Sénégal, Pape Thiaw demande à ses joueurs de sortir. Peut-être on y reviendra sur ça. C'est une situation aussi qui n'est pas bonne. Au-delà de toute chose, il faut savoir avoir la raison gardée. Peut-être sur le coup de l'émotion, on peut mener certaines choses. Mais heureusement, il y a eu le numéro 10 du Sénégal qui a réussi. Sénégal qui a réussi. On rappelle, avant, il y avait 6 arbitres. Ils étaient 6 lors du mondial du côté du Qatar en 2022. Là, 6 arbitres africains. Voilà, merci pour la précision. 6 arbitres africains du côté du Qatar. Là, on a 6 mois de la prochaine Coupe du Monde du côté de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Est-ce que cette compétition, cette Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever, est-ce que ça n'a pas été un galop d'essai raté pour l'arbitrage africain en vue de cette Coupe du Monde? Je pense qu'on a des talents. On a des talents sur tous les plans en Afrique, que ce soit les footballeurs, les entraîneurs ou les arbitres. Hein. Et il y aura toujours des brebis galeuses, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Et je pense qu'il y a des commissions qui évaluent les performances et qui savent qui peut avoir le niveau pour diriger un match de Coupe du Monde. Après, je dis, il y a eu tellement de faits de jeu, surtout des suspicions de corruption ou alors de trafic d'influence. Dans certains matchs précisément, tout porte à croire que les matchs du Maroc étaient un peu plus scrutés différemment que les autres, mais c'est clair qu'il y a du talent. Il y a du talent en Afrique, qu'il y ait eu des faits de jeu comme ceux de la récente finale, ne signifie pas qu'il n'y ait plus de talent, il n'y ait plus d'arbitres capables d'être au niveau de la Coupe du Monde. Ce n'est pas des extraterrestres qui viennent des autres pays, des autres continents. Je pense qu'il reste quand même des valeurs sur le plan de l'arbitrage en Afrique qui peuvent très bien représenter notre continent à la prochaine Coupe du Monde. Le problème aussi, c'est que ce sont nos meilleurs arbitres qui ont officié pendant ces matchs-là. Ils ont été forcément scrutés. En tout cas, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw était en zone mixte après le match, après la victoire. Et il a quand même avoué cette erreur-là d'avoir ramené toute son équipe, pratiquement toute son équipe, parce qu'ils étaient 2 ou 3 à être restés sur l'aire de jeu. Tout le reste avait déjà rejoint le vestiaire. Pape Thiaw, donc, qui s'est exprimé après
après le match, il reconnaît son mea culpa. Il revient déjà sur la finale, la victoire. Après, il reconnaît son mea culpa. On va l'écouter. À un moment, on n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur l'effet de ce match parce que quand même, après réflexion, j'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Maintenant, après réflexion, je les ai fait revenir. Maintenant, après, voilà, on sait ce qui se passe derrière. D'accord. Vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après, vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Parce que quand même, on s'est dit que voilà, ce pénalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre. Ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. On parle de Pape Thiaw qui bien sûr sera probablement sanctionné. On parle de matchs, de plusieurs matchs de suspension. On parle également de sanctions envers la fédération sénégalaise qui va payer les pots cassés puisque Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, est monté au créneau. Patrice Motsepe est également monté au créneau. Donc il y aura des sanctions pour le Sénégal, mais j'aimerais quand même revenir sur un aspect un peu particulier de ce match. Il y a cette règle qui a surgi comme ça de nulle part. On a pris bien sûr l'information de chez nos confrères de RMC du côté de la France que selon le règlement, le Sénégal aurait pu perdre le titre de ce titre de champion d'Afrique parce que le fait de sortir volontairement pendant que le match est encore à son temps réglementaire, le règlement stipule bien sûr que si une équipe désiste sans l'accord de l'arbitre, elle perd le match sur tapis vert. Est-ce que là maintenant on ne se dit pas que le Sénégal vraiment a été béni des dieux parce que c'est là où c'est peut-être ça qui rend encore ce sacre sénégalais parce qu'avec tout ce drama, tout ce méli-mélo, et s'il y a peut-être une enquête qui peut s'en suivre, est-ce que vous pensez que le Sénégal peut perdre sa couronne, sa deuxième couronne? Bah non, le match s'arrête à partir du moment où l'arbitre il a sifflé la fin. Et quand les joueurs sénégalais sortent, ils vont au vestiaire. L'arbitre ne siffle pas. Je pense que l'arbitre lui-même, il est un peu perturbé, il est un peu bousculé dans son esprit. Mais si l'arbitre avait frappé les coups de sifflet, le Sénégal ne serait pas là. Et parlant des sanctions, les sanctions vont forcément tomber pour la fédération sénégalaise. Je pense qu'il y aura forcément des sanctions pécuniaires. Il y aura, mais on ne va pas suspendre la fédération sénégalaise de football. Peut-être Pape Thiaw, lui, prendra peut-être 2 ou 3 matchs de suspension, mais pas plus de 5 matchs. Il sera forcément suspendu. Mais la rédemption vient de Sadio Mané qui a su rester sur l'aile de jeu. On a vu El Hadji Diouf être descendu, se rapprocher de lui. On a vu Claude Leroy se rapprocher, lui passer une certaine communication. On n'a pas très bien suivi, mais directement après cette communication, il est allé au vestiaire faire revenir ses coéquipiers. Ce n'est qu'une très bonne chose, mais honnêtement, ce sont des choses qui n'en ont pas. J'étais en académie avec mes joueurs il y a un moment et quand on était en train d'échanger, c'est toujours cette information qui revenait. Coach, si on arrive et que nous soyons dans cette situation-là, est-ce que vous allez nous demander de sortir? Et comme ils sont très malins, je leur ai répondu aussi que non, ça n'arrivera pas parce que les arbitres ne vont pas en arriver à cette situation-là. Le sport véhicule des valeurs et il y a des jeunes qui regardent. Et quand ils regardent, ils copient très vite. Et généralement, ce qui n'a pas marché est souvent le plus ce que les joueurs aiment bien copier. On ne pourra pas leur enlever ça facilement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne un peu plus. Mais à chaque fois, on essaiera d'apporter des choses positives pour qu'ils puissent comprendre. Faire sortir des joueurs dans cette situation-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller. Mais on peut aussi comprendre Pape Thiaw, après avoir fourni autant d'efforts déjà sur l'environnement concernant ce match. Ils ont communiqué. La CAF n'a pas réagi concernant cette situation. Est-ce que ce n'est pas en montant au créneau de cette façon que ça a aussi apporté une certaine situation? Maintenant, peut-être Brahim Diaz, il n'avait pas le droit de tirer de cette façon. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que pourquoi pas? On pense à Chancel Bemba quand on pense quand on voit ce genre de situation? Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Brahim Diaz n'a pas le droit de tirer de cette façon, quel que soit ce qui arrive. Et c'est ce que je disais aux joueurs en académie, quand il y a une situation de cette façon, il faut la mettre au fond. Ouais, et plus, pour dire tout le peuple marocain
un peu derrière, bon, on va dire derrière, mais contre le fait de cette manière de tirer Panenka avec le contexte 50 ans sans trophée continental. Il y a un public, bien sûr, de Rabat qui accompagne l'équipe et Brahim Diaz se loupe complètement et ça conduit, bien sûr, à la déconvenue du côté du Maroc. Aaron Bimbe, est-ce que, pour parler de cette équipe marocaine, est-ce que cet échec est un drame national? Oui, clairement, l'objectif affiché au début de cette compétition et bien avant, on le savait tous, c'était de remporter cette CAN. Je suis un peu triste pour cette équipe marocaine parce que dans le contenu... Ouais, une très bonne équipe, Aaron. Ouais, une très belle équipe. Même humainement, on a affaire à des mecs qui sont très bons, très... Même s'il y a eu l'épisode de la serviette. Oui, ça c'est... Ou Hakimi, il est impliqué. Hakimi est impliqué. Après, ouais. Naturellement, comme je disais tout à l'heure, il y aura toujours quelques petites bribes, quelques brebis galeuses, mais je pense que quand on regarde le collectif que Regragui a construit depuis quelques années, on a été tous heureux de soutenir cette équipe à la Coupe du Monde 2022. Représentant de l'Afrique arrivé en demi-finale, on a espéré que face à la France, on passerait le cap. Mais je pense que cette équipe est là où il fallait. Elle est arrivée où il fallait en finale avec ses valeurs. On n'est pas meilleure défense du tournoi au hasard. C'est une équipe malheureusement qui finit sur une fausse note. Elle aurait peut-être mérité mieux. Elle aurait peut-être mérité de remporter sa propre CAN. Mais voilà, le Sénégal en face, c'était une belle équipe aussi qui elle aussi méritait le titre. Mais je reste un peu mitigé parce que c'est triste d'en arriver là alors qu'on est là pour une belle fête. Et quand on dit la fête, au bout de 4 semaines, on s'attend à ce que ce soit l'apothéose, que ça s'achève en beauté avec les feux d'artifice. Mais on a cette petite ambiance terne qui me laisse un petit goût amer. Qui laisse un petit goût amer. Alors la même question, est-ce que cet échec, parce qu'on le disait, le Maroc faisait bien sûr partie des favoris, on la voyait soit dans le dernier carré, soit en finale ou remporter la compétition. Sachant qu'en Côte d'Ivoire, elle était sortie précocement en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Est-ce que là, on doit beaucoup plus s'arrêter sur l'échec en finale ou bien sur le progrès de l'équipe depuis quelques années dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Parler de l'échec, forcément, ce sera évoquer l'entraîneur. Et nous sommes tous d'accord que sur le plan tactique, sur le plan de jeu, Regragui, il a vraiment fait le travail. Si Brahim Diaz frappe la balle normalement, et je ne sais pas trop pourquoi ce joueur-là, El Nesri, a la balle à la main et par la suite... Après, Brahim Diaz, le tireur, on l'a vu au fil de la compétition, c'est lui qui a tiré. Peut-être que les dieux du football existent. Aussi, puisqu'on a parlé de justice de Dieu du football, le karma. Bon, on pourra certainement le concéder, mais Regragui, il a véritablement fait le travail. C'est un très bon entraîneur, c'est un excellent entraîneur, enfin tacticien, qui sait lire le jeu, qui sait apporter beaucoup de résolutions, beaucoup de situations tactiques qu'il a réussi à résoudre. On se souvient d'ailleurs du match contre le Cameroun, où le Cameroun, qui avait une certaine euphorie, était pratiquement perdu. Encore ses souvenirs, vraiment. Était pratiquement perdu. Brian Bemo était muselé, Balepa était introuvable, rien ne fonctionnait complètement. Et même contre le Sénégal, c'est une équipe où les deux se sont véritablement affrontés. Il y avait de la crainte, mais il y avait du jeu. Les deux équipes se sont véritablement affrontées, elles ont véritablement joué. Pour moi, personnellement, Regragui, il est dédouanable de cette compétition. Il a fait un excellent tournoi. Oui, peut-être par la fin, avec toutes ces situations qui arrivent autour, là, la fédération marocaine aurait dû mieux organiser les choses. Pourquoi en arriver là? Pourquoi faire dormir une équipe comme le Sénégal, qui a un standard véritablement 1000 étoiles, vouloir faire que le Sénégal aille s'entraîner dans le camp de base du Maroc? C'est inadmissible. Ce n'est pas normal, puisque à chaque fois quand il y a des veilles de match, ce sont des séances qui sont à huis clos. Ce sont des séances tactiques où on pourra pratiquement faire des situations de pénalty, à savoir comment on va tirer, des situations de stratégie, ramener, demander à l'équipe de venir s'entraîner dans... C'est pratiquement de la tricherie, je suis désolé. Donc, la véritable personne qu'il faille peut-être punir dans cette situation,
c'est le président de la fédération marocaine. Lui aussi, on devrait l'interpeller. Il est peut-être le tout-puissant actuellement parce que le Maroc réussit à organiser toutes les compétitions, mais c'est beaucoup plus là-bas qu'il faille frapper. Le Maroc n'avait pas besoin qu'on puisse les accompagner pour qu'ils aillent à ce sac-là. Même dans le jeu, il y avait du coup pour coup. Le Maroc avec ses phases de jeu où il dominait, le Sénégal aussi avec ses phases, c'était du coup pour coup. Il fallait laisser les joueurs s'affronter. Ils ont voulu se mêler. La justice des dieux de Chancel. Après, certains diront que s'il n'y a pas cet arbitrage en faveur du Maroc, peut-être le Cameroun déjà devait stopper le parcours des Lions d'Atlas. Peut-être aussi. Non. Bon, après, c'est ce que beaucoup de Camerounais pensent. Non, même si on reprend ce match face au Cameroun, le Cameroun ne pourra pas jouer face au Maroc. Non, ça, je suis désolé, je le dis en toute franchise. Le Maroc est... Je suis un peu d'accord avec lui. Il a un avis tactique. Le Maroc est supérieur au Cameroun sur tous les plans, individuellement, collectivement, même sur la profondeur du banc de touche. D'ailleurs, avec le Cameroun, une fois qu'on a perdu nos joueurs qui jouaient sur le couloir, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait plus rien à proposer. On n'avait pratiquement plus rien à proposer. Et même sur le système, pourquoi continuer à insister sur un système de jeu où on n'a plus les joueurs qui soient capables de l'animer? Donc, si on veut revenir sur cette situation-là, on pourra encore épiloguer longtemps et certainement blesser. On va pas raver de mauvais souvenirs. En tout cas, alors moi, je vais te prendre sur un aspect. Il y a le but de Pape Gueye qui lance un sprint de 50-40 mètres. Il est suivi par un certain Achraf Hakimi. Est-ce que Hakimi, sur cette action, il défend comme il faut? Est-ce qu'il ne peut pas faire une faute, comme on dit souvent, une faute entre guillemets tactique, technique, qui va stopper l'action? Est-ce que tu penses qu'un joueur comme Hakimi, c'est... Je pense que il est surtout piégé par Pape Gueye parce que Pape Gueye fait le bon geste de passer tout juste... De mettre la main en opposition, le corps. Passer tout juste devant Hakimi qui l'esquive et qui espère pouvoir le rattraper, mais dans les secondes qui suivent, Pape Gueye enchaîne avec la frappe. Il aurait dû faire la faute. Il aurait dû faire la faute. Il aurait pu faire une faute. Il a peut-être évité de faire une faute qui aurait pu être grave parce qu'il était trop près de Pape Gueye. Il aurait pu prendre peut-être carton rouge parce qu'il était tout juste derrière Pape Gueye. Et dans une situation comme celle-là, le défenseur, il se dit, bon, si je marque 1-2 pas, j'ai le temps de rattraper, sauf qu'après, derrière, ça enchaîne. Mais il y avait de la place pour faire une faute tactique. Il y avait de la place. Il y avait de la place pour faire une faute tactique. Bien sûr, on va clôturer, bien sûr, sur cette dernière production. On va quand même parler de lui. De lui, quand même. Sadio Mané, qui tire sa révérence, qui clôture sa page Coupe d'Afrique des Nations par une victoire, par un succès. Et quel succès! Quel succès, c'est lui qui fait revenir ses coéquipiers sur l'aire de jeu, sur les conseils très avisés parce que beaucoup peut-être ne l'ont pas vu à l'image. Il y a quand même cette discussion avec Claude Roy qui dit à Sadio Mané, si j'étais à ta place, je demandais à toi et à tes coéquipiers de continuer la rencontre. Et très vite, Sadio Mané, il a écouté le conseil d'un papa. Il a allé rappeler ses coéquipiers. Et c'est lui qui, on va dire quoi, qui relance un peu cette finale-là, parce que c'était acté, les joueurs ne voulaient plus jouer Pape Thiaw également, les joueurs sénégalais ne voulaient plus jouer Pape Thiaw également. La CAN de Sadio Mané, on rappelle ses statistiques, c'est 2 buts, 3 passes décisives. Il est devenu le meilleur passeur décisif de cette compétition, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que c'est la meilleure façon de clôturer, bien sûr, avec cette Coupe d'Afrique des Nations, de fermer cette page Coupe d'Afrique des Nations pour Sadio Mané, le Ballon d'Or africain? Sadio Mané est resté le même joueur, il n'a véritablement pas changé, il est resté le même garçon de Bambali dont tout le monde en parle. On ne voit pas un joueur qui se prend à la tête, pourtant il est un véritable leader dans cette équipe-là. Il n'a jamais posé un acte négatif dans cette situation. À chaque fois qu'on le voit en compétition, même en club, quand il a eu des situations avec Mohamed Salah, à jamais il ne s'en était plaint. Sauf quand ils ont fait le match, je pense que c'était contre Sunderland. Contre Burnley. Contre Burnley où... pas la passe. C'est Mané qui est remplacé, pourtant c'est Salah qui ne fait pas la passe. Exactement. Et il est toujours resté humble. C'est un excellent footballeur. C'est l'exemple parfait de l'humilité. Je pense que Sadio Mané devrait avoir son image dans toutes les grandes académies de football en Afrique pour qu'on puisse véritablement véhiculer ces valeurs-là. C'est un joueur qu'on ne retrouve pas dans les réseaux sociaux. C'est un joueur qu'on ne retrouve pas en train de faire du n'importe quoi. C'est un prototype de joueur qu'on devrait enseigner à pratiquement toutes les académies. C'est un véritable professionnel. Et je doute fort que ce soit sa dernière CAN.
Ah là, vous relancez, fort que ce vous soit sa relancez un dernière autre CAN. débat. Aaron. En tout cas, Un mot sur. Ou en tout cas, Papcho le pense aussi, Papcho a besoin de lui. Il y avait beaucoup de critiques sur ce Sadio Mané. On se rappelle de sa CAN en Côte d'Ivoire, c'était pas waouh, puisque le Sénégal est sorti en huitième de finale. Il n'a pas réellement pesé sur cette équipe sénégalaise. Là, on a senti un Sadio Mané. Vous avez senti un Sadio Mané en mission, peut-être? Je pense que le leadership de Sadio Mané dans cette équipe sénégalaise n'est plus à démontrer. C'est quelqu'un qui incarne certaines valeurs en dehors du joueur qu'il est, mais des valeurs humaines qui font de lui quelqu'un de particulier, au-delà du joueur professionnel qui est très performant sur le terrain. En dehors, on a quand même affaire à quelqu'un qui est humble, qui est ouvert et qui est disponible pour les autres. Et il a su le montrer dans cette compétition. Ça peut arriver qu'on passe à côté d'une compétition, ça peut arriver qu'on ne soit pas au top de sa forme au cours d'une saison et ça impacte même une compétition. On a vu Brahim Diaz par exemple pendant toute la compétition qui a brillé mais qui n'a pas existé pendant cette finale. Donc ça peut arriver que les performances individuelles et surtout, je pense qu'il y a 2 ans, ou alors à l'édition passée, peut-être que le Sénégal dépendait encore un peu trop de Sadio Mané. Et un Sadio Mané à mes formes, forcément, c'est conduit à l'échec du collectif. Mais aujourd'hui, on a un collectif sénégalais un peu plus indépendant. Très aguerri. Voilà, donc Sadio Mané, il peut ouvrir la porte pour sortir parce qu'il sait qu'il a derrière lui un héritage. Il a un groupe qui est capable de jouer sans lui, un groupe qui est capable d'incarner les mêmes valeurs qu'il a toujours poursuivies tout au long de sa carrière. En tout cas, c'est donc sur cette dernière prise de parole autour de Sadio Mané que nous allons donc refermer cette dernière production. Mais déjà, monsieur, un dernier mot. On se dit quoi pour la prochaine CAN en 2027? On rappelle que c'est Tanzanie, Ouganda, Kenya. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se souhaite déjà? J'ai envie de me projeter sur les mots du président de la Fédération camerounaise de football qui a tout de suite lancé le cap et lancé un défi à la jeune génération, à la belle équipe qu'on a vue, la belle équipe camerounaise. Camerounaise, bien sûr. Au cours de la CAN qui s'achève. J'ai envie d'avoir un message d'espoir, de me dire, ok, les Lions vont y aller, les Lions indomptables, parce qu'il y a tellement de Lions. Tellement. Les Lions indomptables du Cameroun vont y aller en conquérant. J'ai envie de penser que les Lions indomptables pourront arriver à la finale. Côte d'Ivoire, Jokam, peut-être enfin la victoire du Maroc, peut-être pas sur cette terre, mais ça sera peut-être du côté de l'Afrique de l'Est. Oui, le Maroc a une équipe capable de remporter cette compétition qui est en train d'arriver là. Il faudra certainement qu'elle essaye de se ressaisir. On n'a véritablement pas besoin de les accompagner beaucoup plus que ça. En termes de talent, ils y sont. Ils ont Achraf Hakimi qui retrouve véritablement pour la suite. Mais il va aussi falloir penser aux équipes qui ne se sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde, qui seront en train de mieux s'organiser. On a le Cameroun qui n'y est pas. On a le Congo qui est en train de jouer la dernière partie pour se qualifier. Ce sont des équipes aussi où il va falloir suivre. Il y a ce Nigeria-là qui est en train qui a donné une très bonne impression, qui nous ont laissé sur quelque chose de sérieux. Donc, certainement que ces équipes-là se réorganisent juste bien et qu'on n'entende plus ces histoires de primes et tout ça qui viennent souvent rabaisser un peu plus la compétition. Et de polémique autour de l'arbitrage. Messieurs, c'était donc un plaisir d'être des vôtres pour cette dernière production du Tour est joué. On s'est déjà souhaité le meilleur pour la suite. On dit quoi? Bien sûr, on reste connecté sur Radio Sport Info, on reste connecté sur la page YouTube de Radio Sport Info parce qu'il y aura une autre édition du Tour est joué pour les prochaines compétitions, les prochaines CAN notamment. C'est donc Abel Longa à la présentation. On remercie bien sûr l'équipe technique du Tour est joué. Nous on se dit à très bientôt pour de nouveaux événements parce que sur Radio Sport Info, le sport c'est ici et nulle part ailleurs. Profitez des vôtres.